Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 13 janvier 2025. Dans les informations de ce jour, à la une, le cyclone Dikeledi est prévu passer aux environs de 200 km des côtes sud-ouest du pays mercredi prochain, apportant des vents violents selon les prévisions du service météorologique. Ainsi, les vents qu'il apportera pourraient atteindre les côtes sud-ouest selon toujours les informations. Fanjessena Mireille nous en dit plus. Le centre de cyclone Dikeledi a été au nord-ouest de Bessalim, puis vers 9 h du matin aujourd'hui. Il a pris de la puissance et est classé comme un cyclone tropical. Dikeledi apporte des vents de 120 km/h avec des rafales de 170 km/h. Il se déplace vers le sud-ouest avec une vitesse de 16 km/h. À partir de demain, le cyclone Dikeledi se déplacera vers le sud-est et selon les prévisions, il sera aux environs de 200 km des côtes sud-ouest ce mercredi en apportant des vents violents. De ce fait, ces rafales atteindront les côtes sud-ouest. Selon toujours les prévisions, il apportera des fortes précipitations de plus de 80 mm sur 24 heures durant son passage et entraînera également la montée des eaux au niveau des lieux vulnérables, les crues des fleuves, des tourbillons mais aussi des éboulements. Des alertes de couleur vert pour les districts d'Anjoui, Murumbe, Tuliar 1 et 2, Sakara, Betukatsim et Impani, selon les services météorologiques. Les alertes de fortes précipitations sont également annoncées pour les 3 prochains jours, avec 50 à 100 mm en 24 heures dans plusieurs districts du pays. Des alertes rouges de fortes précipitations sont annoncées pour les régions Alochamangour, Analamang, Itas, Vaknakarach, Amourmani, Menabe et les côtes de Buin, ainsi que le district de Bessalimpi. Des alertes de couleur jaune pour Iorumbe et Intimotsnanan, selon toujours les prévisions du service météorologique. Et justement, suite au passage de ce cyclone dans le pays, notamment dans la partie nord de Madagascar, il y a eu 3 personnes décédées et plus de 5210 personnes sinistrées en fin de semaine, selon le bilan communiqué par le BNGRC vers 15 h aujourd'hui. Par ailleurs, plus de 3000 personnes ont été déplacées. Toujours un reportage de Fanjessena Mireille sur les images d'Yves Janel. Trois personnes ont perdu la vie suite au passage du cyclone Dikeledi en fin de semaine. Selon les précisions, il y a eu un mort dans la commune de Rantabe, un dans la commune d'Amouimang dans le district de Moransech et le dernier a été trouvé dans la commune d'Anivran vers le nord du district d'Ansrana 2. 5216 personnes sont sinistrées dans 4 régions, à savoir Analandsrouf, Diana, Sava et Sofia. Par ailleurs, 352 personnes ont été déplacées, soit 83 foyers, outre les infrastructures détruites, selon le bilan rapporté par le BNGRC aujourd'hui. Il est à rappeler que les aides pour les besoins vitaux ont été déjà acheminées dans ces lieux. Puisqu'on parle d'environnement et de catastrophes naturelles, parlons à présent de protection de l'environnement et des feux de brousse. Des stratégies de sensibilisation tous les ans, le rappel aux citoyens de l'importance des forêts et des emplois qu'elles peuvent créer sont les raisons pour lesquelles le district de Manzakanjin n'a pas été sujet à des cas de feux de brousse pour cette année, selon les explications. Ce district est parmi ceux qui possèdent de nombreuses forêts dans la région Analamang et c'est ce qui fait sa renommée outre l'apiculture. Reportage de Cécile Vin, en Martina, sous les images de Zahan Jenso. Le district de Manzakanjin possède les 30% des forêts de la région Analamang. Parmi les ressources forestières du district, le plus connu est la réserve naturelle de Manjak, d'Amboibar et de Ranvao. Pour cette année, seule une petite feu de brousse au niveau de Manjak a été signalée dans tout le district. Cela signifie que la sensibilisation dans la politique de protection de l'environnement et des forêts à Manzakanjin a été efficace, selon les explications de députés élus dans ce district. S'ajoutent à cela les travaux de sensibilisation tout en éduquant les enfants malagasy à préserver les ressources naturelles du pays, selon toujours les explications. Ces stratégies doivent être également mises en place en remplaçant les arbres coupés, mais surtout en organisant des concours de plantation et de protection des arbres, d'après toujours les propos de ce député de Manzakanjin.
Les feux de brousse et le manque de forêt sont les raisons qui entraînent le manque de pluie que nous subissons actuellement. Et partant vers le sud du pays, 5 ans après la suspension du projet, l'exploitation d'Elménite apporte de nouveaux espoirs dans la région Antimandjéfen. La population est convaincue et attend avec impatience le début des travaux. Et même ceux qui s'étaient opposés au projet auparavant est aussi convaincus et espèrent bénéficier des avantages de ce projet d'exploitation d'Elménite actuellement. Parmi ceux-là, les associations de pêcheurs à Touliar qui se regroupent au sein du Zanadji Kenuvafu actuellement. Reportage de Judikel Hanjanirin. Si Touliar était un cimetière de projets auparavant, il sera dorénavant la ville qui possédera le plus grand projet économique. Ses ressortissants placent de grands espoirs dans le projet selon les notables locaux. Parmi eux, Lisante Émile qui a enquêté sur l'exploitation d'Ilménite et qui s'est battu pour son ouverture. La décision de l'État de reprendre l'exploitation d'Ilménite à Touliar apporte de nouvelles visions pour la population. Après différentes approches et diverses négociations, tout le monde est conscient des avantages qu'elle apporte. Même ceux qui ont été contre auparavant, comme les pêcheurs d'Indaboul, devenus des Zanadji Kenuvafu, appellent les autres à suivre le progrès. La population de la commune de Belalande s'est réunie avec les notables pour connaître les avantages de ce projet. Le développement sonne à notre porte selon Jeannot Roberval, qui a affirmé que malgré les divergences politiques, nul ne devrait faire obstacle au développement. Et dans l'actualité politique de ce soir, les élus de la capitale déclarent vouloir préserver le choix du peuple pour la stabilité et n'acceptent pas les tentatives d'entraver le développement, selon la déclaration commune qu'ils ont effectuée aujourd'hui à Analinquil. Ils appellent ainsi la population à ne pas se laisser perturber par ces tentatives de déstabilisation de l'opposition. Ces élus de la capitale au sein de la plateforme IRMAR unissent leur voix pour la solidarité afin de contribuer au développement de la capitale. Reportage de Sylvain, Aniana Martina et Secha Jenab. La majorité a choisi le développement et la stabilité pour la capitale si l'on se réfère aux résultats provisoires des élections sortis par la CENI. Dans les 6 arrondissements, la candidate Irmar Alalaramanansou est en tête des résultats. Pour le 5e arrondissement, l'écart de voix entre la candidate de l'Irmar et le candidat du TIM est plus de 3000 voix. De ce fait, les tentatives de déstabilisation, les appels aux manifestations des opposants, refusant la victoire de l'Irmar signifient qu'ils minimisent le choix de la majorité de la population. L'élu dans le 5e arrondissement n'accepte pas ces gestes qui nuisent au développement choisi par la majorité. Les résultats provisoires des élections reflètent que la population d'Antananarive ne veut plus de perturbations. Elle a choisi la stabilité et le choix du peuple a triomphé. Mais le camp de l'opposition ne véhicule que la haine, du mépris, mais surtout mise sur une tentative de coup d'État, une stratégie qui vise à diviser le peuple. Ils ne doivent pas s'étonner de leurs résultats au vu de leur comportement, selon ces élus. De plus, la solidarité des partisans de la plateforme Irmar a beaucoup contribué à la victoire de la candidate Alaramanantso. Les partisans de l'Orange ont écrit l'histoire de la capitale. Et si d'autres avaient autoproclamé qu'Antananarive était leur fief politique, ce n'est plus le cas. L'Irmar a été victorieux à l'issue des élections communales, de la présidentielle et des législatives. Ces élus ont appelé au calme et appellent les habitants de la capitale à ne pas se laisser amadouer par les politiciens qui ne cherchent que leur propre intérêt, en attendant également dans le calme les résultats officiels sortis par le tribunal administratif. Revenons à la page sociale, Parlant Santé, 330 000 Malagasy ont bénéficié du fonds d'urgence au sein des hôpitaux durant l'année 2024, selon le rapport du ministre de la Santé publique lors du premier Conseil des ministres de cette année 2025. 1 200 000 personnes ont également bénéficié de soins gratuits durant les mobilisations de santé de proximité. Et bon nombre d'hôpitaux ont été achevés et attendent d'être inaugurés si d'autres sont encore en cours de construction. Radroman Zatouf nous en dit plus. Le défi de l'État est de prendre en charge gratuitement les premiers soins d'urgence au niveau des hôpitaux à travers la mise en place de fonds d'urgence. Un budget a été ainsi alloué au sein des hôpitaux afin de permettre cette prise en charge.
Actuellement, ce fonds d'urgence a été réparti au niveau des centres de santé, des CSV, jusqu'au CHU, mais aussi des grands hôpitaux. Pour l'année 2024, 330 000 personnes ont bénéficié de ces premiers soins via le fonds d'urgence. La mise en place de ce dernier au niveau des hôpitaux se poursuit pour cette année 2025, selon les explications. Concernant les autres mobilisations de santé, le projet Santé de proximité en particulier, 1 200 000 personnes ont bénéficié de soins gratuits en 2024. Le nombre de femmes ayant recours à la planification familiale a également augmenté l'an dernier, selon toujours les explications. Concernant les infrastructures, 4 hôpitaux Mandarin-Pinch devront être inaugurés très prochainement si 11 hôpitaux sont achevés. En outre, d'autres hôpitaux sont en cours de construction. Dans le reste de l'actualité locale, plus de 2400 tonnes de riz offertes par le gouvernement japonais sont arrivées dans le pays au mois de novembre. Aujourd'hui, ce don a été officiellement remis à l'État à Malagas et ce riz sera vendu sur le marché local à un prix de 2600 arias le kilo et les fonds récoltés seront utilisés pour financer des projets de développement selon ce reportage de Rouslistel Rakout-Malal et Yves Janel. Le gouvernement japonais est un partenaire du gouvernement malgache, particulièrement dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2023, un accord de don portant sur 2411 tonnes de riz d'une valeur d'environ 300 millions de yens a été signé entre les deux gouvernements. Ce riz, arrivé en novembre 2024, sera vendu dans les zones où le prix du riz est particulièrement élevé à un tarif fixe de 2600 arias par kilo, explique Tainia Vurazanamaef, la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé aux opérateurs intéressés par la vente de ce riz. Les recettes attendues, estimées à 4,8 milliards d'arias, seront allouées à des projets de développement validés par les deux pays, notamment dans le secteur agricole. À ce jour, 60,71% de cette somme sont restituées, confie la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarniri Narson Rinj Asembelu. La disponibilité de ce riz à un prix de 2600 arias par kilo permettra de réduire les dépenses des ménages. Outre ce don de riz, le Japon continue de soutenir Madagascar à travers des projets comme le programme PAPRI. Et dans les actualités internationales de ce soir, Los Angeles se prépare à un retour de vent violent menaçant d'attiser les incendies qui ont laissé des scènes de désolation dans son agglomération et ont désormais fait 24 morts selon un nouveau bilan sorti dimanche soir. France 24. Le retour du vent à Los Angeles après une accalmie ce week-end. Il attise de nouveau les incendies et devrait souffler de plus en plus fort au cours de la journée jusqu'à atteindre 110 km/h. Cet épisode devrait durer au moins jusqu'à mercredi, alors les pompiers sont lancés dans une nouvelle lutte contre la montre. En avion, ils déversent des produits retardants sur un terrain escarpé. Il faut aussi éteindre les fumerolles pour éviter que le feu ne reparte. En renfort, 1000 prisonniers ont été envoyés combattre le feu. Ces derniers jours, un des incendies de Los Angeles a été éteint. Mais les deux plus importants, Palisades et Eaton, ne sont toujours pas maîtrisés. Sur des hectares, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits. C'est pas croyable. Oh my God. Ma maison. J'avais construit tout ça. Zahir Calvin n'en revient toujours pas. Il a vu arriver des flammes d'une puissance folle. C'était comme un lance-flamme qui jaillissait depuis la colline. Au moins 24 personnes ont perdu la vie. Des dizaines d'autres sont portées disparues. Plus de 100 000 habitants évacués et un immense élan de solidarité. Cette école a été transformée en centre de dons. C'est ça qui donne l'espoir, parce que la capacité de mobiliser comme ça et la bonne volonté d'aider les gens
qui ont tout perdu, ça fait chaud au cœur. Pour l'instant, de nombreux quartiers de Los Angeles restent bouclés, par peur d'incendies toujours imprévisibles et pour éviter les pillages. Et le président américain Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a annoncé la Maison-Blanche, alors que son administration s'efforce d'obtenir un accord sur la libération des otages du Hamas et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avant la cession au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. Reportage de France 24. Au sein de la délégation israélienne, le chef du Mossad et celui du renseignement intérieur, ainsi qu'un général représentant l'armée israélienne dans les discussions. De hauts responsables qui se joignent aux négociations indirectes en cours au Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages encore aux mains du Hamas. En parallèle, Benjamin Netanyahou s'est réuni avec l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient. Son cabinet affirme qu'il a également échangé avec Joe Biden. Le Premier ministre a discuté avec le président américain de l'avancement des négociations pour la libération de nos otages et l'a informé du mandat qu'il a donné à l'équipe de négociation à Doha visant à faire avancer la libération des otages. Mais la libération des otages n'est envisageable qu'à deux conditions pour le Hamas, une cessation complète des hostilités et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien, assiégé et dévasté par près de 15 mois de guerre. Si ces demandes sont jusqu'ici restées lettres mortes, des diplomates assurent que les parties au conflit n'auraient actuellement que quelques points d'achoppement avant de conclure un cessez-le-feu temporaire. Dans les rues de l'enclave palestinienne, les habitants éprouvés sont partagés sur ce nouveau round de négociations. Chaque fois que nous nous rapprochons d'un accord de cessez-le-feu, Netanyahou le fait échouer. Nous espérons qu'il y en aura un si Dieu le veut. Les gens rentreront chez eux, la situation se stabilisera et les massacres s'arrêteront. Nous espérons que la pression de l'administration Trump et des médiateurs arabes, l'Égypte et le Qatar, sera importante et mettra fin à cette guerre. À une semaine de son investiture, le président américain Donald Trump a promis l'enfer pour la région si les otages israéliens ne sont pas libérés avant son retour au pouvoir. En Suède, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré hier que son pays n'est pas en guerre, mais pas en paix non plus, évoquant des attaques hybrides et une guerre par procuration menée sur son sol. France 24. Des câbles électriques endommagés, des télécommunications dégradées. Ces derniers mois, les incidents en mer Baltique se multiplient et inquiètent la Suède, récemment intégrée à l'OTAN. La Suède n'est pas en guerre, mais pas en paix non plus. La véritable paix, c'est la liberté et l'absence de conflits graves entre les pays. Nous et nos pays voisins sommes soumis à des attaques hybrides qui ne sont pas conduites avec des missiles ou avec des soldats, mais avec des ordinateurs, de l'argent, de la désinformation et des menaces de sabotage. Pour le Premier ministre suédois, les intentions hostiles ne peuvent être exclues et pourraient même s'inscrire sur le long terme. D'ores et déjà, l'Eagle S, un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe et d'être coupable d'actes de sabotage envers la Finlande et l'Estonie, vient d'être interdit de navigation. Mais la Russie n'est pas le seul pays pointé du doigt. L'Iran, cité pour son recours à des gangs criminels, est aussi dans le viseur de Stockholm. Tout comme la Chine, soupçonnée d'être à l'origine de la rupture, en novembre dernier, de 2 câbles de télécommunication. Ce vendredi, le ministre de la Défense suédois a annoncé la commande de 44 chars Léopard à l'Allemagne, un investissement jugé absolument nécessaire et qui devrait doubler les capacités actuelles de l'armée suédoise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Vous allez suivre votre soirée frisson de l'Ast Dracula. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.